Alors, vous venez de parler de l'arrogance technocratique. On va justement laisser de côté l'État. On va s'intéresser au reste de la société, Oui. On va s'intéresser aux entreprises, on va s'intéresser au fond à ce mouvement un petit peu plus collectif. C'est l'objet de notre deuxième partie et c'est donc le moment de se dire que plus on est de fond, plus c'est facile. Alors, beaucoup de celles et ceux qui nous regardent sont des acteurs ou des actrices du changement, sont des gens qui sont impliqués à titre personnel ou professionnel. Ils ont parfois l'impression d'être un peu seuls au front, pour être franc, Ouais. de bosser dans leurs entreprises, que leurs entreprises sont prêtes, mais que le cadre ou le reste n'y est pas. Et donc, on voudrait vous interroger sur eh bien, la juste articulation des efforts entre le privé et le public et la manière dont on peut créer ces coalitions. Et je voudrais d'abord vous laisser entre les mains d'une des membres de la rédaction de l'ADN, parce qu'elle parle quasiment toutes les 2 semaines à des dirigeants d'entreprises dans une émission qui s'appelle Et demain notre ADN. C'est une émission qui analyse le futur d'un secteur, à chaque fois différemment, et ils ont au fond des questions qui sont souvent les mêmes. Alors pour discuter moyens et défis auxquels font face les entreprises, je vous laisse avec la rédactrice en chef de Et demain notre ADN, Carolina Thomas. Je vous demande de reprendre votre... Ah, très bien. Comme ça, vous pourrez l'entendre. On me dit que non. Me voici. Voilà, si, on me dit que Je Carolina suis là. est là. Carolina est là, allez-y. Évidemment là. Bonsoir, Et Carolina bonsoir. est évidemment là, pardon. Eh bien, Carolina, Monsieur Jadot, Carolina. Enchanté. Alexandre, bonsoir, Monsieur Jadot, enchanté. Bonsoir, Bonsoir. à tous ceux qui nous regardent. Et oui, Alexandre l'a dit, j'ai la joie de présenter depuis mars une émission où nous recevons des chefs d'entreprise, mais aussi des acteurs du changement, de tout secteur, de toutes industries. Ça va de la distribution à la banque, en passant par les assurances, la culture. Et on explore ensemble d'abord les impacts de la crise et aussi la façon dont les entreprises justement peuvent contribuer à de nouveaux possibles. Mais finalement, pour contribuer, encore faut-il pouvoir traverser cette succession, cet enchevêtrement même de crises. Et finalement, Alexandre, en préparant l'émission, me demandait mais quelle est la question axiomatique presque qui finalement irrigue tous ces entretiens que tu as faits. Et j'ai un peu réfléchi et j'ai la joie de vous la soumettre. En fait, finalement, c'est comment on réconcilie cette transition qui s'impose à nous, on l'a bien compris désormais, mais qui requiert quand même un effort de long terme. Même si on parle toujours d'urgence, quelque part, on sait qu'on est dans une course de longue haleine. Et par rapport à ça, le spectre de la crise qui se dresse devant nous, une crise économique, et finalement tous les gens que j'ai reçus, ils se disent comment je sors du vortex là de cette année 2020-2021 sur mon activité et comment je pense à long terme. Voilà, vous parliez tout à l'heure de repenser notre économie, de cette grande bascule. Comment on s'y prend et comment on aide les entreprises à s'y prendre, s'il vous plaît? Alors, vous avez raison. On a vu les urgences et vu la nécessité de faire de nouveau cohésion, de fédérer les Françaises et les Français. On a besoin que tout le monde s'y mette. C'est pas un président de la République, c'est pas une majorité parlementaire. C'est nécessaire pour définir des politiques publiques, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et clairement, moi, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les outils de politique publique, quand je dis que au niveau du crédit impôt recherche, au niveau d'une TVA qu'on pourrait aménager, moduler en fonction de l'impact environnemental, je vais couper ça parce que ça résonne. Oui. En fonction de l'impact environnemental, en fonction de la gouvernance d'entreprise, en fonction de son ancrage territorial, il faut penser une fiscalité carbone, mais une fiscalité carbone qui, comme nous l'avons toujours pensé, est une fiscalité dont les bénéfices vont à la compensation pour les ménages les plus vulnérables du coût de la fiscalité carbone, mais qui vont aussi dans le financement d'infrastructures, notamment de transport, de rénovation de quartier, et qui vont en réduction de la fiscalité sur le travail, par exemple,
pour justement, à travers la fiscalité, transformer nos modèles de production, inciter, accompagner évidemment les entreprises dans ces transformations. Ça veut dire aussi que dans les marchés publics, je l'ai dit, on oriente, et moi je bosse là-dessus au niveau européen, je comprends toujours pas pourquoi on peut pas faire un Buy European Act, qu'on privilégie sur des secteurs stratégiques les entreprises européennes. C'est ce que font tous nos partenaires commerciaux. Je comprends pas pourquoi une collectivité ne peut pas favoriser des PME locales, alors que ça peut parfaitement contribuer à la revitalisation du territoire économique. Et puis, ce sont des politiques publiques. Quand je dis que je veux mettre le paquet sur la rénovation thermique du logement, vous le savez, c'est à la fois des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, des nouveaux services, des artisans, des entreprises. Quand on met le paquet sur les énergies renouvelables, sur l'économie circulaire, tout ce qui relève aujourd'hui finalement de ce que sera forcément, qu'on le veuille ou pas, l'économie de demain. On parlait d'Israël. Israël réussit sa logistique parce que, réussit sa vaccination parce qu'ils ont anticipé les besoins de logistique. La Corée du Sud a réussi le traitement des pandémies parce qu'ils ont anticipé les pandémies à venir. Et ben nous, ce qu'on doit anticiper avec tous les outils de politique publique, c'est justement ce défi du climat, de la solidarité, du social, de l'aménagement des territoires. C'est cette recherche. Moi, je suis toujours stupéfait de voir que sur les grands sujets aux États-Unis, ils s'organisent pour qu'à la fois il y ait de la recherche fondamentale, mais qu'il y ait des prototypes derrière et qu'il y ait des industries. Trop souvent, en France et en Europe, on fait de la recherche fondamentale et le prototype, il va être mis en œuvre sur d'autres continents, parce qu'on ne suit pas le capital risque, parce qu'on ne suit pas l'ensemble des dispositifs. Et donc, et puis il va falloir, moi c'est ce que je pense, arrêter de penser l'économie depuis Bercy. Moi, vous savez, je l'ai toujours dit, moi je ne veux pas remplacer le dirigisme techno-libéral de Bercy par un dirigisme techno-vert à Bercy. Et y compris, vous savez, on parlait tout à l'heure du champ politique. On me dit toujours, ah Jadot, dérive droitière parce que je parle des forces vives de ce pays. Mais j'ai jamais compris pourquoi d'un seul coup sortir de l'État, faire confiance aux forces sociales, aux entreprises, aux salariés, aux associations de ce pays, c'était droitier. Pour moi, c'est des valeurs d'émancipation, d'épanouissement, d'égalité et de fraternité. Et donc moi je suis convaincu qu'aujourd'hui le sujet c'est de faire confiance à ces forces vives et notamment de leur faire confiance à l'échelle des territoires. Moi je veux des contrats territoriaux de transition, que les entreprises, les banques, les salariés, les associations et évidemment les élus se mettent à l'échelle d'un territoire et pour dire qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc comment on met les outils de politique publique au service de cette transition. Vous savez, ça me rappelait, j'ai tiré cet exemple-là alors c'est évidemment un exemple à part, mais la région de Lindau au Danemark. Ils ont des chantiers navals. Crise des chantiers navals. Ils perdent, cette région s'appauvrit, se désertifie à tout point de vue. Et puis ils se mettent autour d'une table. Ils disent qu'est-ce qu'on va faire de notre région pour assurer une société qui vive bien, des revenus décents, des entreprises. Et ils décident de faire l'éolien. Et ils créent Vestas, qui est numéro 1 mondial, en tout cas dans les premiers au niveau mondial sur l'éolien. Il faut faire confiance aux entreprises. Évidemment, il faut réguler. Bon, la question, c'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin, et Total fait de l'exploitation pétrolière en Arctique, et puis la PME du coin fait les renouvelables. Non, ça c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des axes, il faut qu'il y ait de la régulation. Mais il faut mettre le paquet, investir. Investir, investir, investir. Merci. Et aujourd'hui, par des circonstances particulières financières, on a les moyens d'investir. Et c'est rentable. Carolina, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Est-ce que tu juges que M. Jadot t'a répondu? Oui, mais alors pour la peine, j'avais envie de poser une question supplémentaire, même si je Oui, sais qu'on est complètement hors conducteur. Mais juste très rapidement, pour la peine, France Relance, vous en pensez quoi? Alors France Relance, pour ceux qui nous écoutent, c'est le plan de relance qui a été un peu caché par le deuxième confinement pour la peine, mais qui flèche
quand même un tiers de son enveloppe vers des objectifs écologiques. Et moi, j'attends de savoir ce que sont ces 30 milliards. Vous savez que dans les 30 milliards, on va financer du nucléaire, on va financer des énormes tracteurs qui sont censés épandre moins dramatiquement les pesticides. Et c'est des préfets et des sous-préfets, des types de 25 ans sortis de la préfectorale, qui vont dire aux élus locaux et à vous dans les entreprises ce qu'il faut faire. Si vous voulez, on voit bien que cette version ultra verticalisée, technocratisée de l'économie, ça ne marche pas. Et le plan de relance, moi, ma crainte, c'est que ça ne fonctionne pas. On a foiré les masques, les tests, les vaccins, le séquençage. Ma trouille, c'est qu'on foire le plan de sortie de la crise. C'est normal qu'on mette des milliards sur l'économie. C'est normal qu'on mette des milliards sur le chômage partiel. Mais par exemple, madame, moi, ce que j'aimerais, c'est que on convertisse une partie des PGE en fonds propres ou quasi-fonds propres des collectivités locales qui soient dans les entreprises. Donc les entreprises ne remboursent pas, mais vous avez une partie prenante de plus dans l'entreprise qui participe, comme en Allemagne, en Italie, de l'ancrage territorial de l'entreprise, favorise son développement et participe de sa pérennité. Carolina, si tu permets, je sais sûrement que tu as 15 questions aussi intéressantes, si ce n'est beaucoup plus que les miennes, mais si tu me permets un rebond sur votre dernière réponse, Monsieur Jadot. Vous nous parlez beaucoup du rôle de l'entreprise, du rôle primordial, vous avez dit force vive. Pourtant, l'Europe Écologie Les Verts se situe dans un champ de gauche, certaines de ses composantes se situent dans un champ un peu à gauche de la gauche. Au fond, est-ce que lorsque vous portez ce discours, vous n'avez pas peur qu'on vous dise en réalité l'écologie sans la lutte des classes, c'est juste du jardinage? Mais on a dans notre société, on aime ou on n'aime pas, une partie de notre épanouissement, une partie de nos relations sociales et de notre construction sociale, c'est le travail. C'est comme ça. On n'a pas envie de rester toute la journée à bouquiner, tout ça. Et ça fait partie. Il y a des gens qui peuvent penser différemment, mais deuxièmement, une bonne partie des Françaises et des Français passent une grande partie de leur temps dans leur entreprise. Et moi, ma responsabilité politique, c'est que le travail se passe dans de bonnes conditions, que le travail ait du sens dans une entreprise qui a du sens et qui participe de notre épanouissement et de notre prospérité collective et que cette prospérité soit partagée. Alors on m'a dit, ah, Jadot, il est allé débattre au MEDEF. Mais bien sûr, je vais débattre au MEDEF. Moi, j'ai pas le temps d'avoir les entreprises contre l'écologie. Et puis, vous savez, ce que j'essaye, y compris dans mon parti, et je crois que nos succès aux européennes et aux municipales l'ont confirmé. Vous pouvez aborder l'écologie comme Trump. Vous êtes dans le déni, y compris parce que son principe politique, c'est nous contre eux, alors que pour le climat, la biodiversité, c'est tous ensemble, sinon ça ne marche pas. Et puis, il y a la stratégie qu'adoptent la plupart des gouvernements. C'est l'idée que l'écologie, c'est une contrainte. Donc, c'est une contrainte. Qu'est-ce que vous faites avec une contrainte? Vous essayez en permanence de la tordre, de l'éviter. Donc, on a le Dieselgate. Vous dites, pourquoi je ferais des efforts? Mon voisin, je suis même pas sûr qu'il fasse des efforts. Et puis la France dit, pourquoi je ferais des efforts? Il y a d'autres pays, et puis l'Europe, et puis les États-Unis disent, pourquoi je ferais des efforts? La Chine ne fait pas d'efforts. Vous multipliez les stratégies d'évitement, et au fond, même l'objectif que vous étiez fixé au départ, vous n'arrivez jamais à l'atteindre, parce que tout le monde trouve le truc, la bidouille, pour éviter la contrainte. Moi, ce que je veux, c'est que l'écologie soit un projet fédérateur, que ce soit un projet d'enthousiasme, que ce soit un projet de mobilisation. Et l'intervenante l'a dit, ce ne sera pas simple. Personne ne dit que on va basculer nos modes de production, de consommation du jour au lendemain. Mais il faut se donner une perspective. Alors, je l'ai dit, les outils de politique publique au service des entreprises avec de la régulation. Et puis, rassurer les salariés.
Parce qu'une partie des salariés sont tétanisés par la situation économique sociale que nous vivons. Et donc, il faudra trouver, je pense par exemple à des salariés de l'automobile ou de l'aéronautique, il y a plein d'initiatives. Il y avait eu une tribune magnifique de 600 élèves de l'aéronautique. Leur rêve, c'est l'avion. C'est leur rêve. Et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ils disent, avec le Covid, avec le dérèglement climatique, on sait que notre secteur ne doit pas se développer comme on l'imaginait il y a 50 ans. Mais moi, mes compétences, je veux les mettre au service des énergies renouvelables ou de nouveaux processus technologiques ou de nouveaux modes de production. Et donc, il faudra qu'on organise des contrats de transition pour que quand vous êtes salarié de l'automobile, on vous accompagne dans vos compétences, dans la formation, pour que vous puissiez intégrer un nouveau secteur qui sera plus riche du point de vue de l'emploi, plus respectueux de l'environnement. Et donc, il va falloir accompagner tous ces processus pour que celles et ceux, y compris aujourd'hui, qui ont un doute par rapport à l'écologie, qui disent, bien sûr, nous on veut la nature, on veut les animaux, on veut pas de dérèglement climatique, on veut la solidarité, mais franchement, on n'a pas bien compris le chemin des écologies, il va falloir rassurer sur ce chemin. Et alors justement, sur ce chemin, il y a parmi les membres du Shift des gens qui l'empruntent, pas nécessairement le chemin d'Europe Écologie Les Verts, mais le chemin de la transition. C'est pas le sujet, vous savez, si vous m'avez entendu oui, 100 fois, moi, si vous voulez, notre enjeu collectif, il est dépassé. C'est le climat, c'est la solidarité, c'est que, si vous voulez, il y ait plus de justice sociale dans ce pays, qu'il n'y ait pas des gamins qui crèvent de faim aujourd'hui simplement parce que ce gouvernement ne veut pas faire le RSA jeune, vous voyez. L'Europe Écologie, c'est un outil. C'est un outil au service de cette ambition. Mais c'est pas un objectif en soi, Europe Écologie. Alors, justement, sur ces objectifs-là, responsabilité sociale, enjeux d'éthique, enjeux environnementaux, certains de nos membres accompagnent, comme vous le dites, des entreprises. On a l'un d'eux avec nous. Il est le fondateur d'Engage. Engage, c'est une structure qui, justement, informe et accompagne les entreprises dans la prise en compte des enjeux environnementaux et éthiques. Et il crée ce genre de coalition et parfois, il se demande un peu où sont ses alliés politiques. Alors, nous avons Jérôme avec nous. Je vais vous demander de reprendre pour encore une fois ce petit earbud. Et nous avons Jérôme. Jérôme, est-ce que tu es avec nous? Jérôme est avec nous. En esprit, du moins. En tout cas, pour le moment, il ne l'est pas. Alors, je vais, moi, continuer un tout petit peu à vous poser une question. Ah, Jérôme, je t'entends. Voilà, je suis là. Mon audio avait du mal à arriver, mais je suis là. D'accord. Je ne te vois pas pour le moment. Tu me m'entends pas? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Alors, il faut que je fasse ça. Donc là, je pense que tu me vois et tu me Voilà. Voilà, on y arrive. Monsieur Jadot, je vous présente Jérôme Cohen. Jérôme Cohen, Monsieur Jadot. Oui, merci Alexandre. Bonsoir, Monsieur Jadot. Effectivement, moi, j'ai monté Engage qui vise à aider les citoyens et les organisations, les entreprises, à s'engager dans les grands défis du XXIe siècle, donc l'environnement, l'éthique, les gouvernances, etc. Et puis, c'est pour ça aussi, parce qu'on veut monter, rencontrer ces deux ambitions citoyennes et des entreprises, qu'on monte aussi une convention 21 sur le climat et la biodiversité, inspirée notamment de la convention citoyenne pour le climat. Ce qu'on constate, si vous voulez, nous, qui sommes un peu au fer là, sur ces sujets-là, avec d'autres acteurs de la transition comme l'ADN, c'est qu'il nous semble que les citoyens d'abord, puis les entreprises, sont d'une certaine façon en avance, plus engagés que les politiques sur ces questions. Alors je mettrais peut-être les députés d'abord avec les sénateurs, peut-être un peu moins les élus locaux, qui pour certains en tout cas s'engagent énormément sur cette question. Or, il me semble que pour accélérer cette transition et qu'elle aboutisse beaucoup plus vite, ce qui est quand même une urgence aujourd'hui, on crée une coalition de ces acteurs, les citoyens, les entreprises, les politiques. Je vous rajouterai peut-être aussi la dimension administrative que vous avez citée tout à l'heure. Alors, une question à 3 volets pour vous, en quelque sorte. Premièrement, c'est est-ce que vous partagez ce constat? Deuxièmement, comment vous l'expliquez? Quels sont les blocages? Pourquoi? Et puis, si, ce que vous souhaite, vous êtes candidat, puis élu, voire élu à la présidence de la République, comment vous voulez faire pour remédier à cette situation? Voilà ma question. Bravo.
Merci beaucoup. Voilà. Oui. Je crois avoir dans les développements précédents indiqué à quel point il faut articuler ces différents types d'acteurs, sinon on ne réussira pas. Quand j'ai parlé de ces contrats de transition écologique à l'échelle des territoires, y compris dans mes propositions, le représentant de la puissance publique, ça ne doit plus être des préfets, ça doit être des commissaires à la transition. C'est-à-dire qu'en fait, ils favorisent, ils garantissent la qualité des processus de construction entre les différents acteurs, la confiance, et ils mettent au service de ces processus les outils de politique publique. Mais il faudra aussi pour ça beaucoup simplifier. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise, vous êtes une association, vous voulez obtenir par exemple de l'argent public, c'est l'enfer. Aujourd'hui, c'est l'enfer. Vous dépensez beaucoup d'argent, beaucoup de temps pour essayer de remplir un dossier. Si vous l'obtenez, à peine vous avez commencé à mettre en place votre projet, que vous devez le justifier, vous devez le contrôler, tout ça. Tout ça est absurde. Il faut recréer de la confiance, y compris dans les outils de politique publique, quitte à sanctionner beaucoup plus durement quand ça marche pas, mais faire confiance. C'est pas possible que un paysan bio, qu'une entreprise qui veut, que quelqu'un qui veut rénover son logement ou quelqu'un qui veut accéder à des fonds européens ou à des prêts bancaires mette autant de temps, dépense autant de moyens pour essayer de faire juste ce qu'il a envie de faire. Il perd son enthousiasme, il perd du temps et parfois même il rejette la perspective d'un financement. Donc il va falloir changer ça aussi dans la relation entre l'État et les entreprises, à la fois à l'échelle des territoires et dans la conception du soutien public. Parce qu'au fond, on a tellement mis de millefeuilles de contrôle qu'à un moment donné, l'euro est à peine sorti que vous devez rendre compte en permanence à défaut d'autres choses. Donc il faut créer des relations de confiance, des conventions pluriannuelles, d'autres modalités pour travailler entre les différents acteurs. Et puis, alors ça c'était un peu la première question. J'ai paumé la deuxième, mais ça c'est pas grave. C'est comment si vous Oui, mais passons. Pourquoi, à votre avis Mais vous avez répondu à la première. Non, d'accord. La société est en avance. Oui, bien sûr que la société est en avance. Et c'est pas nouveau. Vous savez, l'écologie dans la politique, au-delà des écologistes qui portaient ces questions-là, c'est simplement apparu en 2007, sur la présidentielle. Il y avait eu le pacte écolo de Nicolas Hulot. Moi, j'étais à ce moment-là avec Greenpeace. C'était l'Alliance pour la planète. On avait réuni toutes les associations, les syndicats. C'était Al Gore en même temps aux États-Unis. Enfin, il y a quelque chose. Donc, la politique s'est emparée assez tard de ces questions-là. Et pourquoi certains, en fait, on voit quasiment à chaque quinquennat, que ce soit le quinquennat ou enfin, c'était à l'époque, c'était des septennats pour Chirac, la maison brûle, nous regardons ailleurs. Après, ça a été Sarkozy qui avait fait le Grenelle de l'environnement, beau projet où on mettait tous les acteurs autour de la table. Après, ça a été Hollande, il a quand même fait, il y a eu l'accord de Paris. Et puis évidemment maintenant Macron qui avait pris Hulot au départ dans son gouvernement. C'est qu'en fait, ils sentent que c'est dans la société. Donc ils se disent, je ne peux pas ne pas en parler. Donc, à un moment donné, ils promettent beaucoup. On va être plus écolo que les écolos. Et puis, quand ils arrivent à un moment donné, dans la décision, eh ben, faut oser choisir les paysans bio plutôt que le lobby des pesticides et de la FNSEA. Vous savez, vous pouvez prendre, vous connaissez le monde des entreprises, les artisans, les PME, ils n'ont pas le temps d'aller à Bercy, ils n'ont pas le temps d'aller à Bruxelles. Ils sont dans leur entreprise, ils sont dans leur taf, ils essayent d'arracher un budget là, un machin, un truc. Total, Sanofi, EDF, même EDF, c'est la rente technocratique du nucléaire. Il n'y a pas 1 euro d'argent privé dans le nucléaire. C'est une rente technocratique. Mais eux, ils ont table ouverte à Bercy, ils ont table ouverte à Matignon, à l'Élysée. Et donc, à un moment donné, ils font partie des mêmes promotions. Ils ont été à l'ENA ensemble, où c'est les corps d'État des mines, des ponts. Donc, si vous voulez, vous avez une sorte d'entre-soi du conservatisme, d'entre-soi de la rente. Et ça tue l'innovation. Et ça tue, j'allais même dire, la compétition. Ça tue l'émergence
des meilleures solutions aujourd'hui dans les politiques publiques. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tout ce qui existe de bien, et si vous prenez quasiment tous les sujets, en termes industriels, en termes, aujourd'hui, Vattenfall en Suède fait de l'acier zéro carbone, jusqu'aux paysans bio, jusque l'association qui crée du lien dans le quartier en difficulté. Tout est là. Mais il faut sortir les plus puissants, qui sont parfois les plus conservateurs, tout point de vue. Je veux dire, les GAFAM aujourd'hui, qui ont été l'incarnation de la nouveauté, aujourd'hui, c'est ceux qui comptent business, et ils n'ont qu'une envie, c'est que les autres qui arrivent, ils les bousculent pas trop. Mais malheureusement, nos gouvernements sont trop souvent du côté du conservatisme, du statu quo, et n'arrivent pas à faire basculer, encore une fois, aujourd'hui, malgré la rationalité économique de la transition écologique. Jérôme, merci beaucoup pour ta question. Merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que tu restes avec nous. Je voudrais enchaîner parce que nous avons une autre membre. Je suis long peut-être dans mes réponses. Non, vous avez le droit de le dire. Hein. Oui. Oui, un peu, mais c'est de ma faute. Alors, chers amis. En même temps, vous avez dit, on est là pour réfléchir, on est là au calme. Je vais l'assumer complètement. Regardez, je vais vous parler à vous directement, chers amis. Nous sommes trop longs, je le sais. C'est en partie de ma faute. C'est à moi de tenir le plateau. Mais voilà, nous sommes au calme. Nous sommes entre nous et franchement, on a besoin de ce temps pour réfléchir. Alors, on va dépasser. Je vous le dis, on va faire péter l'horaire. On va pas être conservateur. Si vous devez nous quitter, revenez vite. Mais en tout cas, nous poursuivons. Nous poursuivons parce que sur cette question des coalitions, vous nous le disiez, les gens, les électeurs, les Français, les Françaises passent beaucoup de temps en entreprise. Et donc, ça fait partie de leur vie. Il y a un domaine de leur vie où l'entreprise, pour le moment, eh bien, n'est pas positionnée, c'est la politique. Et nous sommes dans un contexte politique très particulier où on voit à la fois un désengagement d'une certaine partie des citoyens et en même temps une vie politique parfois interne aux entreprises qui est très vivace. Et donc, c'est ce constat-là que l'une de nos membres voudrait vous exposer. Elle est directrice de la communication de la Massif. Et elle a une question, voire une suggestion pour vous. À ce moment-là, je vous demande de reprendre notre petite airplug, je suis navré. Sophie, vous êtes avec nous et vous avez, je crois, un message pour Monsieur Jadot ou alors une question, peut-être une suggestion. Sophie, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Je sais que vous nous entendez. Vous êtes en train d'arriver, je vous vois. Bonsoir. Bonsoir Sophie. C'est bon, vous m'entendez ? Bonsoir Monsieur Jadot. Merci Alexandre. Oui, effectivement, sur ce sujet, moi je faisais le constat que vous parliez du Capitole tout à l'heure. On a des formes extrêmes d'attaque à la démocratie aujourd'hui et en même temps un risque d'affaissement, pour reprendre les termes que vous avez employés, je crois récemment. Un risque d'affaissement de cette démocratie. Et en même temps, dans nos entreprises, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui est très respectueuse des valeurs de démocratie, d'expression. On a des syndicats, la gouvernance, on est une forme particulière. Et la démocratie, dedans, elle est vive. On a des grandes consultations et il y a une mobilisation qui est très forte de collectifs. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce que les entreprises peuvent quelque part participer à réparer la démocratie? Est-ce qu'il y a des corps intermédiaires, des structures auxquelles vous croyez dans la capacité à mobiliser? Alors la question, elle se pose aux citoyens et aux candidats aussi. C'est full pour exercer la démocratie. Et si oui, comment? Alors vous avez raison. On est dans un monde où les choses vont extrêmement vite. Une information chasse l'autre sur n'importe quelle chaîne d'information. Vous avez des millions d'opérations financières en une seconde. Et donc le temps de la démocratie est très difficile à adapter, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est la participation des citoyennes et des citoyens directement ou par délégation avec les élus à une délibération collective, et que cette délibération collective devient action publique au service de l'intérêt général. Quand tout se passe en millisecondes, c'est pas facile. On est tous bousculés. Alors vous avez une option qui est de tenter
et on voit que c'est totalement inefficace, de concentrer absolument tout le pouvoir. En fait, vous dites qu'à moi et le peuple. Alors, il y a les populistes de gauche, les populistes de droite, mais qui, au fond, essayent de réduire toute la démocratie à une forme d'incarnation, de prétention d'un seul, plutôt que l'intelligence collective. Ça, c'est une solution. Là, l'autre solution, qui est à mon avis la seule efficace, du point de vue démocratique et durable, c'est de mailler totalement les espaces territoriaux et les espaces de vie de processus démocratiques. Y compris l'entreprise, donc. Donc, y compris l'entreprise. Vous savez, vous regardez la carte de l'extrême droite aux États-Unis du Trumpisme, c'est aussi là où les syndicats s'étaient retirés. Hein. En Grande-Bretagne, c'est pareil. Je veux dire, la vie dans l'entreprise est un tel espace d'épanouissement ou de frustration, d'émancipation ou de douleur, qu'elle soit psychologique ou physique, que, évidemment, la façon dont on vit dans l'entreprise est essentielle. Donc, Madame fait partie du mouvement mutualiste, donc, évidemment, on connaît la démocratie. Alors, tous les systèmes mutualistes n'ont pas tous totalement démocratiques, hein, je veux dire, et ne servent pas du coup ni vertueux. Mais il y a notamment toute l'écologie, toute l'économie sociale et solidaire qui sont des vrais modèles. Moi, je crois que il va falloir, et ça peut être un beau sujet pour l'Europe, mais déjà pour la France et pour l'Allemagne, travailler un nouveau modèle de gouvernance de l'entreprise en se rapprochant de ce que fait l'Allemagne. Vous savez, en Allemagne, au-delà de 2500 salariés, vous avez 50% de représentation des salariés au conseil d'administration. Et vous avez évidemment le directoire, donc le comité exécutif, bon voilà, le comité de direction. Voilà. En dessous de 2500, c'est 30%, et vous avez ce qu'on appelle des conseils économiques, qui sont un peu comme nos comités. Et donc, vous avez une participation des salariés beaucoup plus forte à l'ambition de l'entreprise, au sens de l'entreprise. Et c'est pas un hasard si, y compris du fait de ce modèle de gouvernance, l'Allemagne reste un pays plus industrialisé, parce qu'à partir du moment où, je l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, dans certaines entreprises, les lenders, donc les régions, sont partie prenante du capital, que les salariés sont partie prenante des stratégies, des décisions, et ben ça responsabilise tout le monde. Vous pouvez plus être dans la protestation, vous êtes dans la participation, dans la co-construction. Et forcément, vous pensez plus long terme que la seule pensée parfois court-termiste des actionnaires. Donc il faut changer la gouvernance des entreprises incontestablement pour que les salariés se sentent actrices, acteurs de ça. Et on le voit d'ailleurs dans plein de secteurs aujourd'hui, parce que je discute quand même avec beaucoup d'entreprises, dans plein de secteurs aujourd'hui, notamment des nouvelles technologies, tout ça. Le salarié, il ne veut plus venir et qu'on lui dit tu as la décision de la direction, tu l'appliques et tu bosses comme ça. Non, il veut participer parce qu'il pense qu'il a des choses à dire et il a des choses à dire. Ça ne veut pas dire qu'il décide de tout. Regardez l'hôpital, à l'inverse. Pardon, je quitte le secteur des entreprises. C'est extrêmement brutal ce qui se passe dans les hôpitaux, évidemment. Ils sont épuisés. Ils sont vraiment cramés, quoi, depuis un an. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est le personnel médical qui a repris le pouvoir à l'hôpital. Les transformations qui ont été faites avant, c'était de mettre des financiers, des comptables, des technos à l'hôpital. Le tarif à l'acte, moins de médecins, moins d'infirmières, fallait que ça devienne des entreprises rentables. Et ben, ce qui s'est passé de manière incroyable dans ces hôpitaux, malgré, encore une fois, toute la brutalité de ce qu'ils vivent, c'est que c'est le personnel médical qui a repris le pouvoir. Mais sur cette question du temps, je rebondis sur la question que Sophie nous posait. Mais il va falloir travailler, aussi sur tous ces métiers qui ont été tellement valorisés pendant le premier confinement, justement valorisés. Les caissières, la fameuse première ligne. Première et deuxième ligne. Toutes les promesses qui leur ont été faites, il n'y a rien. Mais justement, sur ces questions des promesses, je rebondis sur la question de Sophie. Sophie nous dit que dans l'entreprise, parfois, la démocratie est plus vivace.
les entreprises n'ont pas le même horizon temporel que notre vie publique. Est-ce que vous pensez, au fond, que pour un parti écologique, pour cette transition, la voie du pouvoir, la voie démocratique est au fond la plus efficace? Un mandat, c'est 2 ans. Ben oui, vous avez 5 ans, mais après il y a des élections intermédiaires, puis vous préparez votre réélection, vous pouvez éventuellement déjà perdre une partie, donc on va vous demander, je vous rappelle... Faites attention à ça. Non mais... Faut faire attention un peu à ça. Non mais je vous l'ai dit, parce que... Non mais il y a un temps court. Vous savez, la qualité des élus dans notre pays, c'est beaucoup affaissé. La qualité des élus, c'est beaucoup affaissé. Attention à ne pas avoir un discours assez péjoratif en permanence. Non, je dis pas ça, mais je dis ça en général. Je ne dis rien sur la qualité des élus. Mais oui, mais elle s'est affaissée. Elle s'est affaissée, la qualité des élus. Un élu qui met sur son site, je me suis fait rembourser le café que j'ai pris. Bientôt, il va se prendre une campagne de dire mais qu'est-ce que c'est que ces élus qui bouffent l'argent public? Mais attention, c'est pas mon propos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, il faut qu'on fasse très attention parce que il faut que vous avez beaucoup de participants et je connais un peu le type de public et d'acteurs, d'actrices que vous avez dans vos réseaux. C'est des gens engagés, je l'ai été, dans des associations. C'est des gens engagés dans leur entreprise, mais qui peuvent penser à un moment donné que la politique c'est un peu sale. Mais c'est pas ce que je dis. Non, je sais bien, mais je tire un fil. Mais on a besoin aujourd'hui. Quand je veux réformer, notamment les grandes écoles, quand on veut réformer la politique. Il faut que celles et ceux qui ont un parcours de politique, un parcours d'entreprise, un parcours associatif, trouvent leur place et aient envie de venir en politique. Mais ma question n'est pas... Ça ne peut pas être que des technos, la politique. Ma question n'est pas tant celle du personnel politique, dont la qualité, vous l'avez dit, peut varier. Elle varie parfois selon les parcours, parfois selon les majorités. Ma question, c'est plus celle du temps de la politique. L'écologie est forcément un temps long. Il faut planifier. Oui, mais comment est-ce que ça vous semble, compatible cette idée que vous n'avez pas aimé 2 ans, tous les 4 ans quand même, parce qu'il y a 1 an pour préparer les échéances. Tous les 4 ans, il faille, j'allais dire, remettre l'ouvrage sur le métier, là où l'horizon de l'écologie est forcément sur un temps beaucoup plus long, sur un tempo au beaucoup plus long terme. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction presque systémique ? La politique, ça ne devrait pas être quels sont les résultats que je peux obtenir d'ici ou avant la fin de mon mandat, parce qu'après tout le reste, au fond, ne sert pas à ma réélection. Si c'est ça la politique, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais là, j'allais dire, les espaces temporels sont sacrément en train de se resserrer. Enfin, quand les scientifiques, au début du quinquennat Macron, les scientifiques, vous vous souvenez des tribunes de centaines de milliers de scientifiques en disant on a 10 ans. 10 ans, c'est l'espace de la politique. On a 10 ans pour engager la décarbonation de l'économie. On a 10 ans pour protéger notre biodiversité, changer notre modèle agricole. On a 10 ans pour... donc on voit bien à quel point aujourd'hui... si vous voulez, moi quand je me souviens, je suis plus âgé que vous, moi j'étais déjà à Copenhague dans les conférences pour le climat en 2009, ou quand on a fait le Grenelle de l'environnement en 2007. À l'époque, quand on parlait du climat, c'était et l'alerte scientifique et les générations futures. Aujourd'hui, plus personne ne parle des générations futures. Non pas qu'il n'y ait pas un enjeu pour les générations futures. Quand les jeunes manifestent, c'est pour ça. Mais c'est un enjeu. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on est dedans. Ce qui s'est passé dans la vallée de la Vésubie, ce qui se passe, la sécheresse, les feux de forêt, je l'ai dit, les inondations, ce qu'on voit dans le monde entier en permanence en termes de dérèglement climatique, il y a une urgence absolue. Et la force de l'écologie, c'est pas simplement de dire, regardez ces éléments-là, ces urgences-là, bon, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut sauver l'économie, il faut sauver l'emploi, donc on fera après. Non. La force de l'écologie, c'est d'être cette matrice de reconstruction maintenant. Pour l'automobile, pour l'aéronautique, pour toute une partie des services dont on parle trop peu. C'est maintenant qu'il faut reconstruire. Parce que sinon, non seulement on prendra de plus en plus de catastrophes sur la tête,
mais que en plus, encore une fois, aujourd'hui, jouer cette carte-là, c'est se donner toutes les chances d'être une société plus fraternelle et bienveillante pour les années qui viennent. Alors, ça m'intéresse cette question de société fraternelle et bienveillante parce qu'on va parler bientôt des nouveaux récits. Merci beaucoup Sophie, j'espère que nous avons répondu à ta question, en tout cas pas moi parce que c'est pas mon job, mais cette question des récits m'intéresse beaucoup, elle est centrale au Shift et donc nous allons passer maintenant à cette idée des messages. Au fond, comment on mobilise? Sur quelle plateforme? Mais très franchement, ça fait quelque temps que nous sommes là. Il est un peu tard pour celles et ceux qui nous regardent. Je pense que nous avons tous bien mérité une petite douceur et c'est précisément notre rubrique de maintenant, c'est l'heure. Il est, je ne sais pas quelle heure parce que je n'ai pas l'heure, il est l'heure de la petite douceur en tout cas. Alors, cette petite douceur, c'est assez simple. Je vous ai demandé de venir avec une chanson qui vous plaît, une chanson qui vous remonte le moral ou qui vous donne un petit coup de boost quand vous avez besoin. Et cette chanson, eh bien, la voici. Vous pouvez y aller, vous pouvez boire un coup, c'est la petite douceur. Hein. On voit le pied là. Ah, oui. On voit le pied. Ah bah ça, c'est... Oui, bah oui, on voit ça. C'est-à-dire que c'est un bon choix quand même aussi. Hein. Alors, c'est quoi cette chanson? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisie? Parce que le texte est formidable. Le texte de Louis Armstrong, c'est formidable. Il ne joue pas comme ça. Oui, c'est pas la version. C'est quand même, non, mais c'est un moment de se rappeler que la planète est magnifique, qu'il s'y passe des choses abominables, mais que ça dépend de nous que tout se passe bien. Au fond, hein, vous savez, c'est la phrase de Einstein qui disait le monde ne sera pas détruit par ceux qui veulent le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Donc au fond, si on se prend en main, il y a une vraie perspective de fraternité, de réconciliation, j'allais dire, à la fois avec la nature. Et puis c'est la patate, quoi. Moi, je voulais ça pour mes meetings. Ah, et vous les avez pas eu? Il vous a pas échappé que j'ai pas totalement fini la campagne de 2017. C'est pas faux. Je vous voulais vous relancer tout à l'heure. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a eu que 6% en fait. Hein. Peut-être qu'il fallait changer de musique et moins de kebab. Je sais pas. C'est pas le sujet. Le sujet qui nous intéresse maintenant qu'on est un peu requinqué. Moi j'ai bu un coup, vous aussi. On va passer donc à cette séquence troisième, la dernière séquence. Chers amis, vous qui êtes encore avec nous à l'issue de ce marathon de la pensée, bienvenue. On continue avec les mots pour le dire. Et la question du coup des récits, c'est le moment de notre troisième séquence. Alors, au fond, tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sont des actes et des stratégies. Ce qui compte aussi un moment pour les mettre en œuvre, c'est comment on les accompagne, comment on les expose et donc comment, au fond, on convainc la majorité de nous suivre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans un champ mental et politique un peu en déshérence. On ne sait plus trop vers qui se tourner. Il y a une vraie question, il y a un vrai doute sur l'horizon. Et nous, c'est central à ce que nous faisons au Shift. Nous, on veut écrire le récit de la transition. On ne sait pas trop vers où, on ne sait pas trop comment, mais on y réfléchit ensemble. Et pour se créer des nouvelles voies, parfois, il faut abattre d'anciennes idées un peu reçues, d'anciens carcans qui nous empêchent de penser. Et c'est notamment ce sur quoi travaille l'une des membres du Shift. Elle est cofondatrice de Profil, c'est l'une des meilleures expertes en France, si ce n'est au monde, des entreprises à mission. Et elle cherche en ce moment à voir plus loin. Et elle a du coup une question pour vous. Reprenez votre petite oreillette et j'ai le plaisir à l'instant de vous présenter Geneviève Ferron, qui est donc la cofondatrice de Profil et qui a un nouveau, thème d'interrogation. Geneviève. Oui, bonjour. 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 Alors on dit bonjour Monsieur Jadot, ça fait drôle de dire Monsieur Jadot, j'ai envie de dire aussi Yannick.
mais je vais rester Monsieur Jadot. Faut pas le dire. Que m'ont dit Monsieur Jadot. Eh bien, je me lance, mon cher Alexandre. Effectivement, alors merci pour cette production. Elle est assez au monde, peut-être pas enfin, de la galaxie. Hein, allons-y. Monsieur Jadot, est-ce que vous avez vu Game of Thrones? Ah oui. Oui. Alors, alors, je ne sais plus dans quel épisode ni quelle saison, mais à un moment donné, il y a Tyrion Lannister. Les derniers épisodes sont totalement ratés. Voilà. Bon, alors. Là, on rentre dans le cœur du débat. Je savais qu'on allait mettre du temps, mais on y va. Il y a Tyrion Lannister qui s'entretient avec, je crois, Lord Varys. Et à un moment donné, ils ont une discussion sur justement le récit. Mais qu'est-ce qui met en mouvement les hommes et les femmes pour que ça devienne de l'histoire avec un grand H. Et alors, j'ai pas la citation, hein, mais c'est quelque chose. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'or? Non. Est-ce que c'est le pouvoir? Non. Est-ce que c'est la peur? Non. Et puis il se dit mais est-ce que c'est la gloire? Même pas. En fait, ce qui met en mouvement, c'est une bonne histoire. Et c'est une bonne histoire, c'est-à-dire finalement une histoire où là, chacun peut embarquer, se sentir à la fois partie intégrante à titre individuel, mais aussi au sein d'un collectif qui s'inscrit dans le sens et dans un avenir souhaitable. Et en tous les cas, il y a quelque chose qui est vraiment transcende les énergies, réveille les consciences. Et ma question est la suivante, c'est de me dire, mais finalement, vous travaillez sur ces sujets depuis tellement longtemps que vous devez comprendre à demi-mot. Et j'ai l'impression qu'on est coincé entre deux pensées magiques et on n'arrive pas à s'extraire entre ces deux pensées magiques. L'une qui est la plus dominante, c'est la croissance qu'on essaye de repeindre un petit peu en vert, avec d'ailleurs les demi-succès et les grands échecs que l'on rencontre. Et puis il y a une autre pensée magique qui est aussi la décroissance. Parce que la décroissance subie, c'est aussi le chaos pour les plus vulnérables. Et je dirais, est-ce qu'on a le luxe de la décroissance compte tenu de l'urgence écologique? Et est-ce que c'est aussi la décroissance, c'est peut-être un chemin que l'on peut parcourir de façon peut-être où chacun en conscience se dit ben j'ai assez, ça me suffit, mais à l'échelle planétaire, l'imposer au plus grand nombre, est-ce que c'est pas très anxiogène? Et donc, est-ce qu'il y a un récit intermédiaire ou pas dans lequel on pourrait peut-être faire le deuil de cet ancien monde à qui peut-être il faut tourner la page, mais dans quoi on s'embarque? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on est encalminé entre ces deux récits, ces deux pensées magiques, et que la seule chose sur laquelle finalement qui envoie un peu du rêve, c'est les GAFAM qui veulent nous envoyer sur la Lune ou sur Mars. Donc, mais ça, c'est un récit des années 50, des années 60. C'est pas un récit neuf, finalement, ce récit de la conquête spatiale. Et donc, ma question est toute simple, c'est vous qui allez probablement vous présenter, vous allez vous présenter avec quel récit, mais qui serait vraiment de nature à tous nous embarquer et qui transcende un peu cette tragédie des horizons. C'est pas un mot qui m'est propre, hein, c'est McKerney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui l'avait dit. Il y a une tragédie des horizons entre le court terme et le très long terme. Comment on réconcilie ça? Comment on fait de ce récit le fondement de notre civilisation écologique, et si possible en luttant contre tous les biais cognitifs qui finalement nous freinent et nous retiennent par la peur. Voilà, donc c'est pas une petite question, mais je pense qu'on a réellement... C'est pas une question ni courte ni facile, donc on va la séquencer si vous voulez bien. Première chose, entre croissance et décroissance, quel discours y a-t-il, quel espace y a-t-il? Écoutez, ces deux mots aujourd'hui sont aussi vides de sens dans la réalité quotidienne que nous vivons. Le terme de la décroissance, il a été inventé non pas pour le mettre en œuvre, mais pour obliger chacun et chacune à s'interroger sur la croissance. Est-ce que c'est de la prospérité pour tout le monde? Est-ce que c'est de la prospérité partagée également, ou en tout cas équitablement? Est-ce que c'est une prospérité durable qui permet de se projeter dans l'avenir? Les pesticides, prenons un exemple. C'est génial pour la croissance, les pesticides. C'est génial parce que ça coûte très cher, c'est assez polluant à fabriquer, ça voyage beaucoup, il faut beaucoup de machines pour les épandre dans les champs.
Après, il faut dépenser beaucoup d'argent pour traiter l'eau. Il faut soigner les maladies chroniques. Donc, les pesticides, c'est génial pour la croissance. L'agriculture bio, c'est beaucoup moins bon pour la croissance. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de dépolluer. Vous n'avez pas besoin d'intrants extérieurs de type chimie, pétrolier. Et plutôt que d'avoir des grosses machines, vous mettez des personnes. Donc, c'est moins bon pour la croissance. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, très clairement, faut investir massivement sur la rénovation des logements. Et je l'ai dit, il faut investir massivement sur les énergies renouvelables, sur l'hydrogène, pour l'industrie ou pour les transports. Ça, c'est au fond, au terme de PIB, tel qu'on le calcule aujourd'hui, ça sera de la croissance. Donc, moi, mon sujet, c'est pas est-ce que c'est de la croissance ou de la décroissance, c'est comment on fait plus de croissance de ce qui nous fait du bien et moins de ce qui nous fait du mal. On le voit avec la pandémie. On le voit avec la pandémie. C'est-à-dire, ça nous coûte un max, la pandémie. Un pognon de fou, diraient certains. C'est un pognon de dingue. Un pognon de dingue en plus, oui, pardon. Mais ça vient d'une crise écolo et ça frappe d'abord les plus vulnérables. Évidemment les plus vieux, mais aussi ceux qui sont atteints de malbouffe, d'obésité, de pollution de l'air, de maladies chroniques. Bon, si on arrive à faire basculer notre système de santé beaucoup plus sur la prévention que sur le soin, ça nous coûtera collectivement beaucoup moins cher. Parce qu'à chaque fois que vous avez une maladie, vous participez à la croissance. À chaque fois que vous avez une pollution, vous participez à la croissance. Donc, pour moi, ce n'est pas un bon débat, en fait. Parce qu'on n'a pas les bons indicateurs, y compris, on parlait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, il avait mis en place une commission avec les prix Nobel, à Stiglitz, à Amartya Sen, sur les nouveaux indicateurs pour calculer notre richesse collective. Et il y a plein d'exemples dans le monde. Notre richesse collective, c'est évidemment ce qu'on produit, mais c'est aussi est-ce que c'est justement réparti, est-ce que ça améliore notre espérance de vie, voilà, bon. Donc, il faut bousculer ça. Pour arriver sur... Geneviève parlait, parce qu'on s'est croisés, évidemment, parce qu'on s'occupe de sujets très proches, donc on a déjà eu l'occasion de débattre et de se parler. Donc, c'est pour ça que... bon, mais parler des horizons. Et je pense que c'est le bon sujet, en fait. Pour moi, le récit de l'écologie, c'est aussi de le donner à voir pendant cette discussion qu'on a eue. Pour moi, c'est le récit de la réconciliation. On a aujourd'hui la trouille du futur. S'attaquer au dérèglement climatique qui, évidemment, potentiellement transforme notre planète en chaos, s'attaquer aux pandémies, faire de la solidarité à travers toutes ces politiques, c'est nous réconcilier avec le futur. Mais on a d'autant plus besoin de se réconcilier avec le futur que un pays qui retrouve la confiance, qui retrouve une forme de réconciliation aussi, de mobilisation, c'est un pays qui a confiance dans son futur. S'il n'a pas confiance dans ce futur, si ce futur devient chaotique, il n'y a plus de partage en vrai. Il n'y a plus de démocratie. On est un pays, on est fier des pages glorieuses. Il y a des pages extrêmement sombres dans notre histoire. Mais c'est quand notre pays a été rassemblé qu'il a écrit les belles pages de son histoire. Et donc, se réconcilier avec le futur, c'est aussi se donner les moyens d'être moins angoissé dans le présent, mais de nous réconcilier avec notre histoire. On sait à quel point l'histoire, les mémoires sont des enjeux qui peuvent terriblement diviser, tirailler la société. Mais ce n'est pas simplement l'horizon temporel, c'est, j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure, l'horizon spatial. Les territoires. Vous nous dites retrouver le sens des territoires. Retrouver le sens des territoires. Moi, je dis souvent les terroirs, y compris pour pas laisser ça aux nostalgiques ou à l'extrême droite. Et notre terroir, c'est pas simplement du fromage et du vin. Et moi, j'adore les deux. Mais son quartier, son village, c'est son lieu de vie, c'est son terroir. Pourquoi je préfère terroir à territoire? Parce qu'un territoire, ça se conquiert, ça s'administre, ça s'organise. Un terroir, ça se travaille. C'est un terroir, ça se fait vivre. Et donc, l'écologie, c'est à la fois être maître de son destin, à l'aise
en confiance sur son terroir, et je peux vous dire que quand vous êtes en confiance sur votre terroir, vous êtes ouvert aux autres. Et puis, c'est de nouveau être partie prenante de la communauté humaine à l'échelle globale, et donc c'est réconcilier les horizons spatiaux. Et puis, ça a été dit aussi, c'est la réconciliation de l'individu avec le collectif. Parce que l'écologie, c'est agir à l'échelle de sa personne, je l'ai dit, il faut les politiques publiques, ça, faut que tout le monde s'y mette, mais c'est agir à l'échelle de sa personne en sachant que ça fait du bien à tout le monde et ça fait du bien à soi. Et donc c'est dans un monde d'individualisme, c'est la réconciliation de la personne avec le collectif. Et donc je trouve que finalement le projet de l'écologie, c'est pour ça que je pense que c'est le seul projet, en fait, c'est le seul récit qui peut nous mobiliser, qui peut nous rassembler, qui peut nous réconcilier, et qui est le projet de la grande réconciliation. Alors, cette réconciliation, elle doit avoir des mots précis. Et là, vous commencez à nous dire des choses qui nous parlent. Parler de société, de terroir et non pas de territoire. Les mots, évidemment, et surtout en politique, ont toujours un sens. Et celui qui, chez nous, est l'un des grands prêtres des mots, c'est Jérémy Lopez. Jérémy, il écrit à l'ADN, il écrit au studio, il est responsable quasiment des deux. Et il a une question, justement, très précisément sur les mots à employer, c'est-à-dire, au fond, ce récit, certes, mais comment est-ce qu'on l'écoute? Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Jérémy, Monsieur Jadot, Jérémy. Bonsoir, Enchanté, Monsieur Jadot. Oui, alors la question, elle a déjà été abordée, mais je vais tout de même vous la poser pour essayer de la préciser. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec les entreprises sur leurs récits, notamment de leurs engagements, comme une force fédératrice et une force de changement. Et j'avais donc une question dans ce sens, encore une fois, sur ce fameux récit. On le voit partout, la nécessité d'un nouveau récit. Cyril Dion, qui nous dit qu'il faut renverser ce récit ultra-consumériste. Aurélien Barraud aussi, qui estime qu'il est impossible d'espérer un retournement sans que celui-ci soit accompagné par une nouvelle mythologie. Donc encore une fois, une référence au récit. Voilà, les exemples sont nombreux, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je voulais savoir si vous étiez sensible déjà à cette idée de nouveau récit. Et si, alors sans recette miracle, vous auriez des ingrédients qui permettraient, entre guillemets, de constituer ce nouveau récit et donc de nous fédérer vers un objectif commun? Je pense que pour emmener nos concitoyennes et nos concitoyens, on ne peut pas être sur un récit négatif. Notre pays est travaillé par des colères, des frustrations, des peurs. Et moi, j'ai toujours pensé que la responsabilité politique, ce n'était pas d'instrumentaliser ces colères, il y en a beaucoup qui le font, ou d'être simplement leur porte-voix, gueuler plus fort que celles et ceux qui, parfois très légitimement, sont en colère. C'est d'y apporter une réponse. Et d'y apporter une réponse en positif. L'écologie, trop souvent encore, mais c'est normal parce qu'il y a une réalité scientifique, il y a une urgence absolue, c'est un imaginaire de la catastrophe. Vous regardez les blockbusters américains qui tournent beaucoup, souvent autour de l'écologie, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de fertilité, pollution chimique, pollution nucléaire, machin, bon. Vous regardez la BD, vous regardez la littérature, c'est souvent un imaginaire de la catastrophe. On n'a pas encore assez construit, au fond, l'imaginaire de la société qui va bien. Donc ça, à mon avis, c'est une partie absolument indispensable. Il faut motiver. Motiver par l'émotion et par la raison. On a souvent la première façon avec laquelle on réagit à quelque chose, c'est d'abord une émotion. Bon, donc il faut travailler cette émotion. La beauté, moi, si vous voulez, souvent, je l'ai dit, l'écologie, c'est la catastrophe nucléaire, donc la solution, c'est le renouvelable, par exemple. Bon. Mais trop rarement, au fond, la première relation qu'on a à la nature, c'est une relation d'émerveillement. C'est une relation de beauté.
Moi, j'ai eu la chance dans ma vie, une fois que j'étais adulte, je faisais ça pour le boulot aussi, donc voilà, ça me permettait de voyager pas mal dans le monde. C'est magnifique le monde. Enfin, après, vous savez, quand vous êtes dans la forêt à côté de chez vous, ou même quand vous voyez un oiseau, un animal, un machin, ou vous voyez une femme, un homme, vous dites waouh, la nature, le vivant, ça peut être extraordinaire. Et c'est d'abord pour ça qu'on se bat. Finalement, on doit se battre d'abord pour le beau. Parce que sans beauté, on ne voit pas bien pourquoi, quel est l'intérêt du vivant. Ça devient froid, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon. Donc, il faut se battre là-dessus. Et il faut que ce soit un récit de mobilisation. Alors, j'avais écrit dans un de mes bouquins la question des utopies concrètes. Les grandes idéologies, ou certaines grandes idéologies, sont mortes. Le communisme, notamment, qui était censé nous indiquer la fin de l'histoire. Bon, il y a encore les religions. Le libéralisme en lui-même est une idéologie. Et ça nous raconte la fin de l'histoire. Alors ça peut être extrêmement rassurant quand on connaît la fin de l'histoire. Nous qui sommes mortels, bon voilà, de se dire finalement, et ça désignait toutes les étapes. La réalité, c'est qu'il faut des utopies, mais qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire. Et que ces utopies, elles doivent être concrètes. Donc il faut à la fois avoir un récit qui nous emmène, qui nous projette, parce qu'on a besoin de se projeter. Si on ne se projette pas, ça ne marche pas, notamment collectivement. Mais on a besoin que ce soit très concret, que ça nous change notre vie quotidienne. Que, je l'ai dit, vous savez, la société ouverte, telle qu'on l'a longtemps portée, qui était une société ouverte mondialisée, ça ne marche plus. Parce que toute une partie de la société, des sociétés occidentales, et c'est ça aussi le trumpisme, la société ouverte, c'est la mondialisation de tous contre tous, c'est l'abandon des classes populaires ici pour aller les exploiter de l'autre côté de la planète. La société ouverte, il faut qu'on la reconstruise, j'allais dire, à l'échelle de nos lieux de vie, à l'échelle de nos lieux. Mais quand je dis nos lieux de vie, c'est l'entreprise, c'est l'association. D'utopie au coin de la rue. C'est l'utopie, le concret au coin de la rue. Vous savez, on parlait tout à l'heure de ce qui tend la société et c'est terrible de voir comment les migrants et les réfugiés parfois peuvent être instrumentalisés. Quand vous vous organisez délibérément l'inhumanité de la porte de la chapelle, des migrants, des réfugiés qui ont vécu des situations abominables, abominables. Et quand ils arrivent en France, qu'est-ce qu'on leur propose? De vivre sous le métro, dans des endroits dégueulasses, et de leur déchirer leur tente tous les soirs ou tous les matins. On organise l'inhumanité pour elles et eux, et pour nous. Mais quand vous mettez des réfugiés dans un village, et que la famille raconte son parcours, raconte des expériences terribles, terribles, et qui sont là, et que parce qu'ils sont là, on va pouvoir réouvrir l'école. Parfois, j'étais dans les villages, parce qu'il y avait 3 Afghans qui étaient dans un centre d'accueil, il y avait de nouveau une équipe de foot. Et que, je peux vous dire que même les gens qui au début étaient très réticents parce qu'ils avaient en tête les images de la porte de la chapelle, et bien quand ça se passe à l'échelle locale, ça se passe bien. Donc ce que je veux dire, c'est que la société ouverte, elle doit atterrir. Elle doit reprendre pied au sol, en fait. Et que, encore une fois, quand vous relocalisez l'économie, quand vous remettez des entreprises, vous avez des emplois. Quand vous avez des emplois, eh ben, vous recommencez à vous épanouir. Quand vous avez de l'économie, des emplois, vous avez des services publics. Et vous avez de la culture. Et quand vous avez tout ça, eh ben, l'autre n'est plus une menace, il devient un enrichissement. Eh ben, vous bottez le cul à l'extrême droite et vous refaites de la démocratie. Alors, ça, c'est quand ça marche. Et botter le cul à l'extrême droite, franchement, j'ai une neutralité toute journalistique, mais elle a ses limites. Botter le cul à l'extrême droite, c'est un programme fondamentalement réjouissant. Mais parfois, ce récit n'est pas suffisant. Peut-être qu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui ne sont pas prêts encore à cette transition écologique. Et c'est pour prendre en compte ce cas-là que notre rédactrice en chef web a une question pour vous. Pardon, merci beaucoup Jérémy. Je passe à celle que tu connais déjà très bien, qui est Mélanie Rosen. Mélanie Rosen est donc notre rédactrice en chef web. Et elle a une question pour vous au cas où ce récit ne fonctionne pas.
Oui, bonsoir Monsieur Jadot, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est vrai que ça nous arrive assez régulièrement de parler d'écologie dans les colonnes de l'ADN, et ce dont on se rend compte quand on interroge des personnalités qui sont différentes, c'est que sur le sujet, tout le monde se renvoie un petit peu la balle. Les citoyens estiment que c'est à l'État de légiférer, l'État que c'est plutôt aux entreprises de faire des efforts, et les entreprises expliquent qu'elles ne font que répondre aux usages et aux demandes des citoyens. Un peu plus tôt, lors de votre échange avec Alexandre, vous avez expliqué que l'écologie ne devait pas être punitive. Vous voulez que ce soit quelque chose de fédérateur. Mais quand les récits ne suffisent plus, comme le disait Alexandre, est-ce qu'il faut légiférer pour contraindre à l'action, et ce, même en ce qui concerne les actions citoyennes? Il faut légiférer, bien sûr. Il n'y a pas de société sans organisation collective et sans régulation collective au service de l'intérêt général. Est-ce qu'on oblige les gens à la transition écologique? Non, on n'obligera pas les gens. Si vous voulez, moi je suis un démocrate. Le pire, ce serait une société où ceux qui sont très riches, comme ça se fait déjà notamment aux États-Unis, hein, ceux qui sont très riches, ils se mettent dans des quartiers bunkérisés, ils mangent bureau, ils ont des transports durables, tout ça va bien, et puis ils sont juste un peu inquiets que quand ils sortent de leur quartier, ils ne se fassent pas ouvrir la gorge, parce que simplement ils ont laissé le reste du monde dévasté. Donc pour réussir la transition écologique, il faut que tout le monde puisse s'y mettre, à la hauteur évidemment de sa responsabilité et de ses moyens. Et évidemment, moi, quand je vais dans les quartiers nord de Marseille, spontanément, on ne dit pas, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas que les écologistes dirigent ce pays? En revanche, dès que vous parlez du logement et la rénovation, parce que là-bas, précarité énergétique, ça veut dire que parfois, les appartements sont très humides, que les enfants vont plus chez le médecin, et donc ils vont moins à l'école. Ils sont plus malades. La question de l'alimentation, la question du transport, la question des boulots à l'échelle locale. J'ai dit à quel point la transition écologique était créatrice massivement d'emplois, Et donc là, d'un seul coup, ça devient une réalité. Donc il faut que l'écologie soit une réalité, soit pas simplement on vous promet un monde meilleur, et puis d'ici là, hein. Donc ce que je veux dire, c'est que pour emmener, il faut à la fois qu'on arrive à donner une perspective, j'avais dit, globale, mais il faut que ça change la vie quotidienne. Mais si on n'arrive pas à rassurer, parce que j'entends ce que vous me dites, et moi je veux dire, si l'écologie avait gagné, ça se saurait. C'est nous qui dirigerions ce pays. Et donc, je sais les doutes et les inquiétudes vis-à-vis de l'écologie et parfois des écologistes. Mais je veux dire à quel point, encore une fois, il y a un chemin, en fait. Il y a un plan. Il y a un plan pour y arriver. Et ce plan ne requiert pas, comme une forme de contrepartie, vous avez dit, toutes les obligations, une forme d'obligation très forte. D'accord, mais bon, aujourd'hui, quand vous prenez votre bagnole, vous mettez une ceinture. On vit un moment liberticide incroyable et on s'y soumet parce que sinon c'est le chaos sanitaire. C'est le drame humanitaire encore plus. Donc on est en permanence. Le vivre en société, c'est adopter individuellement et collectivement des règles pour que ça se passe bien. On va pas sortir dans la rue et vous dites tiens mon voisin il m'emmerde et vous lui mettez un coup de batte de baseball. Vous le faites pas. Je prends un exemple caricatural. Est-ce que par exemple il faudrait instaurer un quota de viande rouge pour les habitants et les habitantes? Moi, je suis pas là-dessus. On sait qu'on doit, faut gagner par la conviction. Faut gagner par la conviction. Il y a des choses qui sont interdites. Moi, aujourd'hui, je suis outré qu'en France et en Europe, on produise des pesticides qu'on n'autorise pas sur notre territoire parce qu'on pense que c'est très dangereux pour la santé et on envoie ça en Afrique. Ouais, ça, c'est de la réglementation. C'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour l'environnement, comme le glyphosate, comme les néonicotinoïdes. On interdit et on accompagne les agriculteurs, pour le coup, dans leur transition pour s'en passer. Voilà, c'est ça la règle. Et donc, il va falloir qu'on s'y mette tous sur la question de la viande.
Je vous ai dit tout à l'heure, moi je me bats contre le Mercosur. Est-ce qu'il faut importer de la bidoche du Brésil dans des conditions de maltraitance animale? Ils sont bourrés aux antibiotiques pour grossir plus vite. Il y a des scandales vétérinaires tous les jours au Brésil. Et pour faire du bœuf, on décime, on brûle l'Amazonie. Est-ce qu'il faut cette viande-là? Non. Y compris, ça va tuer nos éleveurs, nous. En revanche, manger moins souvent de la viande, c'est bon pour la santé. Essayons de l'expliquer plus souvent. Faisons à la télé, à 20h35, là, quand le journal est terminé, la petite recette sans viande, qui est bonne. Moi, j'adore la bonne bouffe, et je mange de la viande, mais j'essaye de manger une viande issue d'un élevage paysan. J'en mange moins. Elle est incontestablement plus chère que la bidoche d'élevage industriel, mais j'en mange moins. C'est meilleur pour ma santé, c'est meilleur pour mon goût, et puis sinon je me fais des bons légumes, des bonnes pâtes. Enfin, franchement, il y a du plaisir, mais c'est vrai que dans notre imaginaire, on a dit, bon, en fait, je fais la viande, j'achète la viande, et en fait, j'organise, d'ailleurs, souvent au restaurant, vous voyez accompagnement. Ça veut dire qu'en fait, vous choisissez la viande. Et donc, il faut changer nos imaginaires. Mais on peut le faire. Je veux dire, vous êtes des spécialistes du digital. Il y a la télé, il y a les plateformes. Regardez à quel point toutes les plateformes de cuisine ou les téléréalités, Top Chef, tout ça. Regardez comment ça marche. Et ben, qu'on apprenne aux gens, y compris à cuisiner différemment, avec d'autres ingrédients. Ce sera bon pour son alimentation, bon pour sa santé, et meilleur pour la planète. Mélanie, est-ce que tu as ta réponse? Plus ou moins, je dirais, mais de toute façon, j'imagine qu'on doit passer à la suite. On va passer à la suite. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Désolé d'avoir mal répondu ou insuffisamment répondu à votre question. Mais c'est forcément une articulation. Il doit y avoir des règles. Il doit y avoir de la réglementation. Moi, je me bats pour la réglementation des bagnoles sur le CO2. Parce que sinon, les constructeurs automobiles ne le feront pas. Alors, on essaye d'avoir la réglementation la plus élevée qui soit possible technologiquement, évidemment, à un moment donné, qui favorise l'innovation et qui nous permette d'avoir des gamins qui puissent courir dans la cour sans devenir asthmatiques. Voilà, c'est ça la réglementation. Mais moi, ce que je veux, c'est que celles et ceux qui innovent puissent être au cœur de cette société-là. Et je parle d'innovation, encore une fois, c'est pas simplement l'innovation technologique pour elle-même. C'est de l'innovation sociale, c'est de l'innovation industrielle, c'est de l'innovation démocratique. C'est toute cette innovation-là. Et c'est pour ça que ça n'existe pas si c'est dirigé par l'État. Si on ne fait pas confiance aux forces sociales, aux forces vives, à l'intelligence collective, franchement, on n'y arrivera pas. C'est vrai. On va arriver à la fin de notre interview, dit celui qui a déjà près d'une heure de retard. Ah ouais. Ma directrice de rédaction à l'ADN. Si j'ai des concurrents qui viennent après, il faut respecter le temps. Oui, non, mais je suis en train d'apprendre plein de choses. Je m'en excuse d'ailleurs auprès de tous ceux qui nous regardent. Ou alors on fait au calme l'émission dont on ne sait pas quand elle se termine. Ça me va aussi. Je voudrais revenir sur deux éléments avant de laisser les gens vraiment avoir une vie de famille. Notre directrice de rédaction, lorsqu'on lui parle de récit, elle aime bien le terme, mais elle nous dit souvent qu'elle a l'impression qu'on court après le Goncourt, alors qu'en réalité, la politique, c'est un sport de rue. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un sport difficile, c'est un sport dans lequel on prend des coups, on essaye d'en rendre, peut-être les moins sales possibles, parfois on n'en a pas trop le choix, et dans ces coups-là, eh bien, on doit mettre son adversaire en face parfois de ses contradictions. Je voudrais vous mettre en face de deux problèmes ou de deux sujets peut-être qui pourraient être problématiques pour vous. Le premier, c'est la réalité des énergies vertes. Il y a au sein de votre parti, et en tout cas au sein de la population, un vrai débat sur l'économie l'énergie la moins carbonée possible. Scientifiquement, c'est le nucléaire. Elle est encore beaucoup moins carbonée que ne peut l'être, en tout cas, l'énergie électrique que nous produisons, sauf des énergies renouvelables directement, mais dont pour leur mise en place, on a aussi une empreinte carbone très forte. Toujours. On parle aussi de leur caractère parfois alternatif, de la difficulté de la stocker. Le débat est très ancien.
certains voient dans la ligne d'Europe Écologie Les Verts qui vise à dire il faut une énergie décarbonée, mais qui ne soit pas nucléaire, une forme de contradiction. Comment est-ce que vous la résolvez? Je sais, parce qu'on parlait d'imaginaire tout à l'heure, et l'imaginaire énergétique dans notre pays, c'est le nucléaire. On nous a vendu le nucléaire comme à la fois le nucléaire civil, c'est la fille du nucléaire militaire, hein. C'est comme ça que ça s'est pensé, construit. Et puis, vous vous souvenez, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Enfin, tout ça a conduit à développer un parc nucléaire qui a été, du point de vue industriel et du point de vue de ce qu'on était capable de faire en planification, remarquable. Moi, je rêve qu'on fasse avec les énergies renouvelables ce qu'on a fait avec le nucléaire. Mais aujourd'hui, on va prendre des entreprises, hein, puisque Enel, qui est un peu l'EDF italien, a choisi, depuis 2014, la transition énergétique, les renouvelables, l'efficacité, les réseaux intelligents. Depuis 2014, ils ont doublé leur valeur boursière. Ils sont aujourd'hui autour de 84 milliards d'euros de valeur boursière. EDF, sur la même période, a divisé par 2 ou 3 sa valeur boursière. Aujourd'hui, les dettes d'EDF sont à peu près au niveau de sa valeur. Il y a 100 milliards d'investissements nécessaires pour la mise à niveau de nos réacteurs. Et là, on est en train, parce que nos réacteurs sont en mauvaise condition, c'est le réacteur qui est intermittent, parce qu'on est quasiment en train de bloquer en permanence un tiers à près de la moitié de nos réacteurs en maintenance. Mais non, attendez, mais maintenant, regardez le monde. Biden, qu'est-ce qu'il dit? Renouvelable, renouvelable, renouvelable. Les Allemands ont mis le paquet, 400 000 emplois, et ils sortent du nucléaire et du charbon. Le Portugal. Un coût pour le moment d'une énergie qui n'est pas propre. Depuis qu'ils ont fermé le nucléaire, le carbone qu'ils produisent pour l'électricité augmente. Mais regardez la réalité. Je veux bien, tous les pro-nucléaires disent, si on sort du nucléaire, on fait plus de charbon. Depuis 2012, l'Allemagne a baissé de 40% sa consommation de charbon. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est la première électricité en Allemagne. 90% des capacités de production électrique installées en Europe, ce sont des énergies renouvelables. C'est là qu'il y a la recherche, c'est là qu'il y a les entreprises privées, c'est là que des PME aux grands, ils sont tous sur les énergies renouvelables. Et même les grandes entreprises qui vont bien, c'est celles qui ont fait ce pari-là. Il faut regarder la réalité économique. Moi, je veux bien, il y a 10 ans, les énergies renouvelables étaient plus chères que le nucléaire et que le charbon. C'est vrai. Mais il y a des pays qui ont fait ce pari-là. Et ils ont développé des industries qui aujourd'hui sont beaucoup plus rentables que les énergies sales, nucléaires ou fossiles. Franchement, une éolienne qui tombe, allez, il y a un lapin qui passait par là, c'est terrible. Une centrale nucléaire qui saute, c'est une région qui est tuée pour des décennies. Aujourd'hui, l'éolien offshore, qui est là où investissent énormément d'industries. Il y en a 4500, près de 5000 en Europe. Une en France. On a le 2e littoral européen. On a une éolienne offshore. Et c'est beaucoup moins intermittent aujourd'hui. Et puis, vous savez, l'intermittence, c'est sûr que si vous voulez faire tourner la France uniquement avec du solaire, vous allez avoir un problème la nuit si vous ne stockez pas l'électricité. Mais aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est l'hydraulique, c'est pas intermittent. C'est la géothermie, c'est pas intermittent. C'est l'éolien offshore qui est de moins en moins intermittent. Et puis vous mixez ça avec du solaire thermique, du solaire photovoltaïque. Vous mettez ça avec de la biomasse, c'est pas intermittent. Vous mettez les énergies marines, ça n'est pas intermittent. Ce que je veux dire, c'est que l'espace de l'innovation, l'espace de la création d'entreprises, l'espace de la création d'emplois, avec de la valeur ajoutée sur tous nos territoires. C'est ça l'avenir. On peut me raconter n'importe quoi. On veut que la France soit, avec la Russie et la Chine, les derniers pays nucléaires. Franchement, moi j'entends même des libéraux qui me disent « je suis pour le nucléaire ». Comment tu peux être libéral et pour le nucléaire? C'est que l'État, c'est pas transparent, c'est que de l'argent public, ça coûte de plus en plus cher, c'est un gouffre, un fiasco industriel et financier. L'EPR de Flamanville,
3,3 milliards promis. Il devait tourner en 2012. On en est aujourd'hui à 20 milliards. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra tourner. Et vous connaissez une entreprise qui pourrait justifier de 3 milliards à 20 milliards? Mais non, c'est la France, c'est public, personne n'est responsable de rien. 17 milliards dans le PR de Flamanville, personne n'est responsable de rien. Autre sujet qui pourrait être clivant, qui est ressorti. Mais attendez, hein, il n'y a pas un écologiste qui dit qu'il faut sortir demain du nucléaire. Hein. On a mis 25 ans à construire notre parc, il faudra 20 ans pour en sortir. Donc il y a une transition. Mais bien sûr qu'il y a une transition. Juste sur un autre sujet qui lui aussi a trait à l'innovation, c'est évidemment la 5G. Alors on a créé des faux débats, on l'a parfois mis en avant, mais ça a permis de mettre à la lumière le rapport parfois à l'innovation que peut avoir éventuellement Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on peut être raisonnablement, j'allais dire, écologiste et très 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 pro-innovation et se dire après tout la 5G, ça créera des usages géniaux? Mais on est au cœur de l'innovation. Enfin franchement, je vais venir sur la 5G. Hein. Un paysan bio, il innove 10 fois plus que le paysan qui utilise du Roundup. Un Roundup, c'est un herbicide total. Ça détruit toute la vie. Le paysan qui connaît sa terre, qui s'adapte aux conditions, qui met des éléments extérieurs pour réguler, pour machin, tout ça, il innove beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est pas le diesel l'innovation, c'est la voiture électrique, par exemple. Bon, sur la 5G. Qui sert quand même pas que à regarder du porno dans l'ascenseur. C'est pas moi qui dis ça. Je sais bien, mais c'est... Il y a plusieurs enjeux. Un, aujourd'hui, il y a un enjeu de démocratie et de débat public. On parlait tout à l'heure de démocratie, c'est important. On ne peut pas dire aux Français, c'est une révolution gigantesque, et pas préciser quelle est cette révolution. Parce qu'au fond, on a à peu près raconté n'importe quoi sur la 5G. L'enjeu de la 5G essentiel aujourd'hui, la réalité, c'est comment on produit des biens et des services. C'est d'abord un levier, un outil de politique industrielle, et pas pour son besoin personnel à ce stade. Deuxième chose, où on a dit, ah ben super, vous allez être opéré dans les déserts médicaux aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à trouver un médecin généraliste, vous allez être opéré par un grand chirurgien depuis Paris. Bon, il n'est pas non plus. Non, mais c'est pas impossible. Non, mais ça viendra. Mais je veux dire, c'est compris dans des zones où il n'y a pas de réseau. En tout cas, ça vient pas si on fait pas de 5G. J'arrive. Mais on ne peut pas déployer aujourd'hui une technologie majeure sans évaluer son impact sur le climat. Le Haut Conseil sur le climat, installé par Emmanuel Macron, lui-même le dit. La 5G va générer beaucoup plus de flux et donc de pollution. Pas la 5G en tant que telle, elle est potentiellement plus efficace que la 4G, j'ai bien compris. Mais évidemment, plus il y a de flux et plus vous générez de l'empreinte. Bon. Donc, pour moi, sur ce nouveau type de technologie, il faut évidemment, et la 5G, j'en suis convaincu, sur les smart cities, sur plein de choses, ça peut participer de la transition écologique, servir à la transition écologique. Moi, j'aurais bien aimé qu'on débatte de comment neutraliser les effets négatifs, potentiellement dangereux pour le climat. Et puis, moi, j'ai un sujet de souveraineté. Je vous ai parlé de la Chine tout à l'heure. Moi, je ne veux pas de Huawei en Europe. C'est simple, c'est clair. Je veux... Il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas avoir Huawei, mais quand même la 5G. D'accord, mais je veux dire qu'au niveau européen, on a une responsabilité à ce que sur ces enjeux de technologie, qui sont des enjeux de souveraineté numérique, qui sont des enjeux de souveraineté économique, parce qu'on sait qu'avec la 5G, toutes les données industrielles, personnelles, de santé, de tout, à un moment donné, sera accessible. Je ne veux pas que ce soit une entreprise chinoise contrôlée par l'État chinois. Je veux dire, et donc, j'en ai discuté avec le commissaire Breton, comment on fait pour que Nokia et Ericsson rattrapent leur retard et dans les conditions on déploiera, et ben, que ce soit des opérateurs dont on garantit la neutralité politique. Alors, vous l'avez compris, moi j'ai plein de questions
et on pourrait continuer ce marathon-là, moi je ne m'en plains pas, mais je crois que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, à un moment, Ils disparaissent. oui, ou alors après vous m'envoyez des mails en disant écoutez c'était sympa, mais moi du coup mon fils n'a pas mangé. Ouais. Pour être franc, en cherchant une question pour conclure, j'en ai pas trouvé. Très bien. Du coup, j'ai mis ma foi dans l'intelligence collective. Cette intelligence collective à l'ADN, on l'a en partie mise sous la forme d'un questionnaire qui s'appelle 21 questions pour le 21e siècle. Il s'agit d'un petit guide qui permet aux entreprises qui le souhaitent de se poser ce que nous jugeons être les bonnes questions. Nous n'avons pas les réponses, nous n'avons que les questions, et du coup, on a créé notre roue de la fortune de la question du futur, si vous voulez. C'est donc la séquence des 21 questions, c'est la séquence de conclusion. Restez avec nous jusqu'au bout, vous l'aurez fait. Alors, c'est au fond assez simple. Vous allez voir apparaître tous les thèmes de nos 21 questions. Il suffit de dire allez-y. Il faut que celles et ceux qui nous regardent comprennent que cet ordinateur que j'ai devant moi oui, est éteint depuis le début, oui. Est éteint, hein. Oui, oui, pas, oui. on joue pas. Non, non, il est éteint depuis le début. C'est un ordinateur qui est là pour la décoration. Oui, enfin au début pas, mais il n'y a pas de caméra de derrière, mais en fait il est vide. Oui. Il n'y a pas de moteur, mais c'est juste pour faire croire que il se passe des trucs. Non, mais ADN Shift, qui est quand même au sommet du digital, ils ont des ordinateurs pour tout le monde. Oui, oui. Et alors, en fait, c'est une coquille vide. Non, voilà, ça marche pas. Nous ne vous dirons pas tout du making of, des trucs que vous n'avez pas vus, qu'on part complètement marché, des autres qui ont mieux marché que prévu. Mais nous avons au moins un ordinateur sur deux, et franchement, c'est déjà ça. Pour conclure, il suffit de dire allez-y, vous allez avoir apparaître les thèmes, et il suffit de dire stop quand vous voulez arrêter la roue. Et je fais une question pour conclure. Et vous faites une question pour conclure. Je fais pas les 21. Bah non, parce que là quand même, vous voyez, là, notre timer s'est éteint, ça vous ne l'avez pas vu. Ah oui, là-bas aussi. Mais nous avons une horloge pour nous dire combien de temps ça dure et l'équipe commence à partir, il faut le dire aussi, il commence à éteindre les lumières. On est seul, bientôt ça fera confessionnal, il y aura vous et moi. Le droit du travail est extrêmement puissant et respecté. Il est très respecté ici. Alors, c'était la dernière séquence, après il y aura vous, moi, un confessionnal, je vais ouvrir du rouge, on sera plus que 3. On lance la séquence, s'il vous plaît, d'animation. Monsieur Jadot, c'est à vous de dire stop quand vous voulez. La vache. Oui, mais après, je vous dirai. Il suffit de dire stop. Ah, pardon. Stop. Oui. Je dis stop au hasard. De toute façon, ça va trop vite. Alors, stop. Ça s'est arrêté. On va le relancer. On va le relancer parce qu'on n'est plus à ça près. Alors, quand vous voulez. Stop. Alors, stop 9. Ressources humaines. Alors, ressources humaines, je vais vous donner tout de suite la question afférente aux ressources humaines. 9. Hop. Justice 2.0, RH jugé inutile, les réseaux sociaux et les accusations directes pleuvent. Comment recréer les conditions du dialogue en entreprise et repenser le monde du travail et la place des RH? Waouh. Ouais, voilà. Pour la dernière question de fin de... Voilà, du coup, je vous laisse. Sur cela, je vous laisse. Non, je reste avec vous quand même. Non, juste sur cette question, effectivement, de comment renouer le dialogue, y compris au sein des entreprises. Écoutez, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, y compris ces périodes de confinement, avec le télétravail, pour celles et ceux qui peuvent être en télétravail, ça a été aussi des moments d'autonomie, parfois de solitude, de difficulté à gérer son travail, à déconnecter, mais ça a été aussi des moments d'apprentissage de l'autonomie. Et je pense que entre l'autonomie et du coup ce que ça signifie dans les processus d'enrichissement collectif, d'intelligence collective, c'est important. Je l'ai dit aussi, c'est la gouvernance de l'entreprise. Si les salariés se sentent associés aux choix stratégiques, incontestablement les tensions baissent. Ça peut être parfois, on le voit dans la grande distribution, on l'avait dit tout à l'heure pour les caissières ou pour un certain nombre d'emplois qui aujourd'hui ont acquis une reconnaissance sociale du fait du Covid, mais qui ont toujours été invisibilisés. C'est de promotion, y compris dans la construction catégorielle, remonter des salaires pour que ces métiers soient plus faciles à vivre et donc que les tensions baissent. Après, les réseaux sociaux,
c'est aussi un autre sujet. Et c'est potentiellement un des dangers du télétravail. Moi, je suis pour le droit au télétravail, mais 100% de télétravail, ça voudrait dire que vous perdez, même pour, imaginons que ce soit possible. Il y a des métiers où si vous ne mettez pas les gens ensemble, ça tient pas très longtemps, même par des réunions Zoom, des machins. Mais imaginons que ce soit possible. Vous allez avoir une forme de désocialisation où la seule socialisation, c'est par le mail, c'est par le SMS. Et on sait que c'est toujours plus dur la communication par mail et SMS que de visu. Si on s'engueule comme ça, je dis franchement, votre émission avec l'écran noir, ça a été, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce boulot de merde. Moi aussi, je me pose la question. Si je vous le dis comme ça, on en sourit. Si je vous le mets par mail, vous allez dire, mais waouh, pourquoi il m'envoie ça? Parce que vous écrivez, voilà. Et donc, il y a de la tension à travers les réseaux. Et donc, je pense que la façon d'organiser le travail, de socialiser les ressources humaines et de faire que chacune, chacun se sente appartenir à un projet collectif, c'est essentiel. Alors, c'est le moment. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, mais si, on se le dira. C'est le moment où je conclus parce que vraiment, je voudrais les laisser partir. Et alors, dans ma conclusion, il y a marqué, il est 20h30. Nous voilà un peu reposés et sûrement plus engagés. Il est un tout petit peu plus que 20h30, mais je n'ai pas coupé l'émission pour une raison toute bête. Je pense que c'est rare de pouvoir prendre le temps comme ça de se parler. Je pense que la campagne sera longue. Je pense qu'elle sera difficile, très violente. Je pense qu'avoir ces espaces de réflexion et un peu de dialogue, c'est important. Alors, pardonnez-moi de vous avoir fait rester plus longtemps devant votre écran. J'espère que vous nous avez suivis. Merci en tout cas, Monsieur Jadot, d'avoir été notre tout premier invité. J'ai essayé de faire les réponses les plus courtes possibles, mais comme vos questions étaient souvent assez longues. Oui, c'est de ma faute, j'entends. On a perdu du temps, mais j'espère que celles et ceux qui ont participé à ce moment ne sont pas déçus en tout cas. Je suis sûr que non. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir été avec nous. On a besoin de vous, hein, sérieux. Quand j'ai lancé cet appel plusieurs fois, on n'y arrivera pas si on s'y met pas tous. On n'y arrivera pas et on a besoin de vous aussi en politique. Pas simplement que vous fassiez la transition dans votre entreprise, là où vous habitez, mais on a besoin de votre participation parce que on a besoin de retrouver du sens, y compris à la politique. C'est noble la politique. Enfin, participer à améliorer le destin collectif, à améliorer la situation de chacune et de chacun, c'est noble. On a besoin de la politique. Alors, ne vous détournez pas de la politique parce que sinon, ce seront les responsables politiques qui se détourneront de vous. Donc, on a besoin de vous. Et pour celles et ceux qui veulent continuer cette discussion et puis peut-être même s'engager d'un côté ou d'un autre, vous allez trouver en ce moment sur le chat l'URL d'une page de contact qui vous permettra peut-être de vous engager, de voir ce que vous pouvez faire. Vous retrouverez cette émission en article et en vidéo sur le site de l'ADN, l'adn.eu. Ça fait du bien de se mettre un peu au calme. Moi, je vous donne rendez-vous le 10 février pour une plongée dans la nouvelle revue et dans sa nouvelle formule. Je vous remercie, Monsieur Jadot, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier les équipes techniques de l'ADN qui sont là depuis le marathon absolu qu'est cette émission et sans qui, évidemment, rien n'est possible. Mettons-nous tous un peu au calme. Nous l'avons bien mérité. À très bientôt et merci beaucoup. Prenez soin de vous.